Bon, ben, bonsoir. Donc, ce soir, je vais vous parler de WebAssembly. En fait, je vais vous représenter le talk que j'ai fait au DevFest fin septembre, donc pour ceux qui l'auraient loupé, mais avec quelques nouveautés parce que j'ai continué à avancer sur le sujet. Voilà, je m'appelle Nicolas De Coster et en fait, si je peux vous parler de WebAssembly, c'est parce que je travaille sur un projet pour le CNES avec Julien Nosavant pour voir ce que peut apporter WebAssembly pour la valorisation de données d'observation de la Terre, donc les images satellites en particulier. Donc voilà. Donc moi, je travaille chez Magellium. Ouais, ça va mieux là. Donc, ouais, c'est un peu mieux, ça va. Donc voilà, donc je travaille chez Magellium, qui est une société qui bosse dans le spatial, et aussi sur l'imagerie, sur la géo-information, les systèmes d'information géographique, etc. On fait autant du développement de logiciels que de systèmes. Et on travaille aussi sur des algorithmes de traitement de données, en particulier sur l'imagerie, pour la détection d'objets dans les images, par exemple. Et voilà, on fait aussi des études scientifiques, en particulier pour le CNES. Donc WebAssembly, donc qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? C'est du web. WebAssembly, ça veut dire web et assembleur. Bon, c'est un peu bizarre comme mélange, comme notion. Web, c'est assez haut niveau. Assembleur, c'est haut niveau. Bon, voilà. Là, j'ai un petit euh, le site support, c'est ce qui est annoncé avec cette petite phrase, hein. Ce qui est mis aussi en avant, c'est le côté rapide, parce que là, il parle d'efficacité en termes de chargement et de taille, mais il y a aussi le côté rapidité qui est important. Et aussi safe, donc sécurisé, le code est isolé. Donc voilà ce qu'on nous vend avec WebAssembly. Et est-ce que c'est pas juste uniquement des promesses? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière réellement? Bon, on va essayer de voir ça un peu aujourd'hui, et puis bon, l'avenir nous en dira aussi un peu plus, quoi. Donc, je vais commencer par présenter le logo que vous connaissez déjà, sans doute. Bon, il y a eu une session de vote. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les autres versions. Mais surtout, je vais m'attarder sur ce petit slide qui est assez intéressant, qui explique d'où vient le logo et qui explique bien ce qu'est WebAssembly, en particulier avec le petit notch là, le petit demi-cercle au-dessus qui rappelle les notches qu'il y a sur les circuits imprimés, donc pour le côté bas niveau. Et la couleur, alors ici ça paraît bleu, mais bon, elle est plutôt un peu violette, la couleur, qui est la couleur complémentaire du logo de JavaScript. C'est quelque chose qui est vraiment complémentaire à JavaScript. C'est pas là pour le remplacer. Donc voilà, c'est intéressant de noter ces caractéristiques du langage. Donc, bon, c'est standard, mais pour voir d'où ça vient, WebAssembly. Donc, en 90, c'était avec du contenu statique en ligne navigable, mais bon, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, c'est des documents, c'est juste du texte, mais il n'y a pas beaucoup d'animation, d'interactivité. Et en 95-96, il commence à y avoir un peu de contenu dynamique avec JavaScript et Flash. Et en 2002 arrive le Web 2.0, donc omniprésent, orienté utilisateur, où on veut faire de plus en plus de choses, plus de dynamique côté navigateur. Et là, voilà, beaucoup de personnes se posent la question de comment faire. Bon, il y a bien sûr le standard JavaScript, mais il est un peu lent, il est mal aimé, et donc du coup, plein de gens essayent de travailler sur d'autres choses, sur d'autres technologies pour amener ça, avec plus ou moins de succès. Et voilà, il y a des problèmes de sécurité, de standardisation, d'adoption, et donc au final, il n'y en a pas vraiment qui s'imposent. Sauf peut-être, il y a Flash qui a un certain succès, mais pareil, pour finir, il n'est pas vraiment complètement adopté. Voilà, encore une fois, pour des raisons d'adoption, de sécurité, etc. Donc voilà où on en est de dynamique dans le navigateur.
Et en 2012, Alon Zakai, chez Mozilla, voilà, sur son temps libre, se dit, tiens, allez, je vais essayer de voir si on peut compiler du langage script. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet-là? Et donc, bah voilà, il y allait, et puis il a essayé des choses, et il a LVM, donc c'était déjà assez intéressant en soi et assez surprenant. Et bah, l'outil qu'il a créé pour faire ça, il a appelé Mscripten. Mais par contre, alors bon, voilà comment fonctionne Mscripten. Il prend du code C ou C++ avec ses langues. Il produit du bytecode LLVM. Et c'est à la fin où Mscripten convertit le bytecode en code JavaScript qui est complètement illisible, mais qui est fonctionnel. Par contre, JavaScript généré est un peu lent, quoi. Donc c'est le problème. Donc on a quand même réussi à prendre du C et en faire du JavaScript, ce qui est déjà quelque chose d'intéressant. Mais maintenant, on se pose la question des performances. Et pour ça, donc et il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet, et ils ont bah, d'optimiser. Donc c'est ce qui a donné naissance à SMJS. Et en fait, pour que ça aille plus vite, bah, ils se sont dit, bah, on va enlever dans JavaScript tout ce qui est dynamique, tout ce qui est, ce qui fait que tout ce qui rend le langage lent et pas facile à optimiser. Donc, donc voilà. Et donc l'autre trouvaille avec ASMJS, c'est de prendre un énorme tableau comme mémoire, comme la mémoire d'un programme en C. Et voilà un petit exemple de code ASMJS où en fait on a enlevé tout le côté dynamique. Il y a des astuces pour permettre de typer les choses dans le code et qui permettront aux compilateurs just in time de faire des optimisations et d'aller plus vite. Donc voilà, on en était là, et au final, ils ont fait des tests et se sont rendus compte qu'il y avait des bonnes performances, et en particulier en faisant un premier test de grandeur nature avec, je cite, ils ont compilé avec Mscripten pour produire du ASMJS, et au bout d'une semaine, ils sont bien penchés sur le problème, et ils ont réussi à faire tourner la démo du jeu dans le navigateur, et en plus, c'était fluide. Donc voilà, c'était une grande avancée sur ce sujet-là. Donc, bah voilà, c'était toujours Mscripten qui servait, mais sauf qu'au lieu de générer du JavaScript à la fin, on produisait du ASMJS, qui, il se trouve, c'est aussi du JavaScript, mais un subset. Donc voilà, donc ça, on reste sur le même outil. Donc, on est en mai 2013, et au final, on a une sorte de milestone là, dans cette histoire de langage dynamique dans le navigateur. Parce que en mai 2013, suite à ces expériences avec Mscripten et SMJS, il est maintenant possible de compiler du C++ pour le web. Ça, c'est grâce à Mscripten. D'en faire quelque chose de performant, donc dans certains navigateurs à l'époque. Mais bon, la preuve de concept était là. Tout ça grâce à ASMJS. Ça fonctionne dans tous les navigateurs sans plugin, tout simplement parce que ASMJS est un subset JavaScript, donc il n'y a pas besoin de plugin, ça tourne, c'est du JavaScript standard, ça tourne partout. Et bonus gratuit, c'est sécurisé parce qu'on est dans le moteur JavaScript. Donc, on a une preuve de concept. Ils ont prouvé que SMJS était utilisable maintenant, enfin à cette époque-là, et qu'il y avait du coup maintenant plus d'obstacles pour une adoption large de ce genre de technologie. Donc du coup, Mozilla s'est tourné vers d'autres acteurs, et ils ont lancé une dynamique commune sur ces acquis, et c'est ce qui a donné naissance à WebAssembly. Donc voilà, donc il se trouve vraiment que dès le début de WebAssembly, les 4 fabricants de navigateurs ont travaillé ensemble. Ils étaient d'accord pour aller dans la même direction, ce qui est assez rare dans l'histoire des standards web. Mais là, il y a une réelle dynamique. Donc là, c'est un petit cartoon de Lynn Clark. Donc il y a un site Code Cartoons. Elle fait des vraiment, voilà, aussi bien dans la forme que dans la technique, ils sont très très bien foutus. Donc
allez voir son blog. Et en particulier, elle a fait une petite série sur WebAssembly qui est très intéressante, et en particulier sur comment fonctionnent les compilateurs just-in-time en JavaScript. Donc, le projet WebAssembly est lancé. C'est une nouvelle de SMJS. Ça intègre les équipes et l'expérience de ces équipes qui sont derrière ASMJS, NaCl, etc. Un autre avantage, c'est part d'une feuille blanche. Donc, on part d'une feuille blanche, les contraintes sont bien pensées, il y a ces retours d'expérience, plus une adoption large par tous les acteurs, toutes les bonnes conditions qui sont réunies pour. Donc là, un petit peu, voilà, quelques dates de WebAssembly. Ça a commencé en 2015, annoncé en juin 2015, et avec des premières versions dans les navigateurs en mars 2017. Donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la chronologie sur ce sujet-là. Ok, donc bon voilà, là c'était pour le côté un peu historique, pour vous montrer d'où ça venait, pourquoi on avait WebAssembly, et puis donner déjà un peu des infos sur ce que c'est, quelle est la nature de ce truc-là. Bon, maintenant en tant que développeur, qu'est-ce qu'on fait de WebAssembly? Donc, par exemple, si j'ai un code en C, si je veux le compiler en WebAssembly, comment je fais? Là, j'utilise Mscripten, comme je voulais montrer tout à l'heure, hein, Mscripten qui marchait pour créer du JavaScript ou de l'ASMJS, bien sûr, tout naturellement, c'est lui qui va servir à générer du WebAssembly à partir du C. Il se trouve maintenant, avec Rust, on peut aussi créer du WebAssembly, et toujours avec Mscripten. L'équipe de Rust ont branché Mscripten comme dernière étape de compilation pour ceux qui voulaient créer du WebAssembly à partir de code Rust. Si vous avez du code Java, comment vous faites? Il faut encore attendre, c'est pas encore présent. Pareil pour Python, pareil pour C#, pareil pour plein d'autres langages, mais c'est des choses qui vont arriver, qui vont peut-être arriver. C'est tout à fait possible du coup, de compiler n'importe quel langage en WebAssembly. Alors bon, il faudra voir un peu dans les détails. Mais en tout cas, il y a des dynamiques, il y a des gens qui travaillent là-dessus, dans différents langages, pour essayer de cibler WebAssembly. Donc concrètement, moi je vais prendre l'exemple du C. Voilà, tout naturellement. Donc, voilà, un petit programme en C assez standard. Pour en créer une version en WebAssembly, j'utilise tout simplement le compilateur de Mscripten. Je compile comme avec GCC ou CLang. Et voilà, après, j'exécute mon programme. Là j'ai utilisé Node, mais bien sûr, il y a la version aussi pour le navigateur. Oui, forcément, les moteurs WebAssembly qui sont présents dans les navigateurs dans Chrome, assez naturellement, ils atterrissent aussi dans Node. Voilà. Donc, maintenant on voit une version pour navigateur, la compilation, je précise juste que je veux produire du HTML et ensuite je lance Firefox dessus et là le programme s'exécute et avec une sortie qui est là. Donc là, ce qui est affiché, c'est une sorte d'enrobage produit par Mscripten. Quand il prend votre code et qu'il le compile, il fait le WebAssembly, mais il fait d'autres fichiers à côté pour pouvoir l'exploiter dans le navigateur. Donc c'est l'enrobage par défaut qui est fourni par Mscripten avec une petite interface au-dessus, puis la sortie standard en dessous. Donc là, ça marche. Notre programme a été compilé et c'est du WebAssembly qui tourne derrière. Donc voilà, et au final, Mscripten s'occupe de vraiment faire tout le sale boulot à votre place. Bon, bien sûr, la compilation du C, produire le WebAssembly, mais aussi créer ce code JavaScript d'enrobage qui permet de manipuler le code WebAssembly, ajouter éventuellement des dépendances de la libc standard, par exemple, et éventuellement des liens avec les Canvas et WebGL, si vous avez un code qui contient de l'OpenGL. Et puis voilà, il fait pas mal de choses en plus de juste la compilation de votre code. Donc voilà, dans l'univers WebAssembly, Mscripten, ça reste encore un outil incontournable, même si c'est pas indispensable. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu maintenant comment ça fonctionne WebAssembly. Et pour ça, on va un peu oublier Mscripten dans un premier temps. WebAssembly, c'est d'abord un format binaire.
ensuite forcément un moteur WebAssembly qui va exécuter ce binaire et qui est un moteur qui est dédié dans le navigateur, c'est à côté du moteur JavaScript, mais qui est quand même en interaction avec le moteur JavaScript, bien sûr, pour pouvoir lancer les librairies compilées en WebAssembly. Donc le format WebAssembly, le format binaire, voilà, c'est ça, mais ça ne vous dit pas grand-chose forcément. Et ils ont fait en même temps une spécification d'un format binaire, spécification d'un format texte qui permet de rendre les choses plus lisibles et manipulables, et basé sur les S-expressions. Ceux qui font du Lisp sont habitués à ce genre de format. Voilà, et bon, dans les outils, il y en a aussi qui produisent un format binaire, mais avec des annotations pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, vous avez à gauche les instructions binaires et puis ce qu'elles font à droite. Ok, donc pour le langage lui-même, je vais partir sur un exemple minimal et sur la version texte de WebAssembly. Donc, on commence par déclarer un module. On va ajouter une fonction. Donc, quand il y a un dollar, ça permet de déclarer un symbole. Et on va dire que notre fonction renvoie un entier 32 bits, et cet entier, cette fonction-là, elle va retourner l'entier 38. Donc voilà, ça c'est un premier exemple fonctionnel qui compile, qui est valide, et voilà la version binaire associée à cette qui n'est pas utilisable en tant que telle, parce que la fonction est utilisable qu'à l'intérieur du module. Pour l'exporter et pour qu'elle soit visible à l'extérieur, quand le temps de communiquer à l'extérieur, exporter les choses vers l'extérieur. Donc voilà, maintenant j'ai cette fonction que j'ai codée en WebAssembly. Enfin là c'est la version texte, mais bon, imaginons qu'on a la version binaire. Ensuite, pour l'utiliser côté JavaScript, c'est assez simple. Je récupère le contenu du fichier. Donc là, on est dans le navigateur. Il y a une API, il y a un objet WebAssembly dans le navigateur qui permet de faire toutes ces manipulations. Donc en particulier compiler le binaire. Et ensuite, à partir de ce binaire-là, je vais créer une instance du module. Donc un compilé pourra produire plusieurs instances. Et ensuite, tout simplement, j'appelle ma fonction de mon instance, la fonction getValue qui a été exportée dans l'instance. Donc voilà le principe de base de l'utilisation d'un module WebAssembly. Et donc voilà ce que j'ai comme résultat forcément. Donc c'est le 38 que retourne ma fonction WebAssembly getValue. Voilà, donc bien sûr on peut passer des paramètres. Donc là une petite fonction d'addition de deux entiers. Et là c'est le même genre d'utilisation. Voilà, même compilation, appel, etc. Mais on peut du coup passer des valeurs venant de JavaScript. 38 et 4 sont dans l'univers JavaScript et qui vont être passés à WebAssembly. Et donc là, j'obtiens 42. Ok, donc voilà. Ensuite, bien sûr, on a vu comment, depuis JavaScript, appeler du WebAssembly, et on peut faire l'inverse. Donc, de la même manière qu'il y avait des exports, des exports, on peut faire des imports de cette manière-là, où on définit, on dit qu'on va avoir une fonction qui, dans l'univers WebAssembly, va s'appeler $log, qui va prendre un entier en entrée. Et cette fonction, elle est mappée sur l'import log d'un objet global. Donc, je vais juste vous montrer dans une seconde à quoi ça correspond. Donc, voilà. Du côté JavaScript, pour passer une fonction au module WebAssembly, on crée un objet import, et puis on le passe au moment où on instancie notre module, on passe les objets import, et là, donc, comme attendu, ça s'appelle la fonction console log, et à la console, on a le 33 qu'on a passé ici. Donc voilà pour les interactions dans les deux sens. Donc là, on était sur un cas simple où on passait des valeurs à un paramètre et où on récupérait une valeur dans l'autre sens. Bon, sur des cas un peu plus compliqués, des tableaux, etc., juste des valeurs de paramètres et des valeurs de retour, ce n'est pas suffisant, et du coup, il faut passer des objets plus gros, et là, on passe par l'utilisation de la mémoire du module WebAssembly. Donc, comment ça marche? Donc, pour une instance d'un module WebAssembly, il y a une zone de mémoire linéaire, un peu comme pour SMJS tout à l'heure, ils sont repartis sur la même idée. Et donc, bien sûr, le module lui-même, il peut lire et écrire dans sa mémoire.
Mais il y a les outils aussi pour permettre à JavaScript d'aller écrire dans la mémoire du module WebAssembly. Pendant ce temps-là, WebAssembly peut continuer à écrire dans sa mémoire et à la lire, et JavaScript peut récupérer des choses depuis la mémoire en question. Donc voilà. Donc la mémoire linéaire de WebAssembly, donc c'est en fait un buffer array. C'est vu depuis JavaScript comme étant un buffer array. Donc ça se manipule comme un buffer array. Et le partage se fait soit à l'import, hein, donc à l'import du module WebAssembly, soit c'est le module WebAssembly qui va exporter sa mémoire comme pour les fonctions. Donc là, sur un exemple tout simple, voilà, on va utiliser un module WebAssembly. Il va faire qu'une seule chose, c'est exporter une fonction qui va permettre d'écrire dans sa mémoire. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la syntaxe de WebAssembly, mais bon, voilà, ça se fait avec ce genre de fonction. Et voilà, ce module, pour pouvoir être utilisé côté JavaScript, surtout pour voir ce qu'il y a dans la mémoire, il faut qu'il exporte sa zone mémoire, tout simplement comme pour les fonctions, avec le mot-clé export. Et donc, du coup, côté JavaScript, comment ça se passe? Eh bien, donc, tout simplement, on récupère le buffer avec dans les exports du module, enfin de l'instance du module, et on peut faire un type array sur ce buffer pour le voir ici comme un tableau d'entier donc sur ce buffer, et je peux donc dans ce tableau et ensuite appeler donc la fonction WebAssembly qui s'appelle set, hein, qui va aller écrire dans la mémoire. Et donc, on voit ici que la mémoire avant l'appel de la fonction WebAssembly a bien les valeurs que j'avais mises au départ, et puis j'ai revu 8 et on voit bien le changement. Les échanges mémoire, donc là, il y a un autre exemple, je vais peut-être passer rapidement, mais c'est pour voilà, c'est juste pour montrer que on peut aussi lire depuis WebAssembly et donc c'est juste une méthode, une petite fonction qui va faire un incrément sur une zone de la mémoire. Et là, du coup, donc voilà, la fonction en WebAssembly, elle va faire les deux, elle va lire et puis après réécrire une fois qu'elle aura incrémenté. Je passe rapidement. Ok, donc autour de WebAssembly, il y a plusieurs notions. Et donc il y a le format binaire, il y a le moteur WebAssembly, il y a la notion de module, on l'a vu, cette notion de mémoire linéaire, et la notion d'instance, donc qui est une combinaison d'import et d'export, de mémoire linéaire et d'une compilation de modules. Donc voilà, en gros, vraiment l'essentiel des notions à connaître autour de WebAssembly et dans la manière de le manipuler côté JavaScript. Ok, donc maintenant je vais parler donc jusque là, enfin, sur ces derniers slides, je vous ai montré des exemples avec du code WebAssembly en mode texte. Bien sûr, on n'écrit pas du code WebAssembly en mode texte, on utilise des outils qui vont produire le code WebAssembly. Là, le mode texte, c'est pour illustrer et pour tester des choses, pour mieux comprendre comment ça marche. Mais en général, on utilise Emscripten pour produire du WebAssembly. Du coup, comment Emscripten produit du WebAssembly et comment après on l'intègre en JavaScript, sans parler par l'enrobage que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des options avec le compilateur Emscripten qui permettent de faire. Bon, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec. En particulier, on peut demander justement à Emscripten de produire un module, comme je vous les ai montré, avec l'export des fonctions qu'on a définies dans notre programme en C. Donc là, c'est la fonction add. Et voilà, pour l'intégrer côté JavaScript. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. C'est parce qu'il y a quelques contraintes imposées par Emscripten. Mais au final, bon, on retrouve la notion de mémoire. Et puis les autres notions, vous pouvez les laisser de côté pour l'instant, alors qu'elles sont nécessaires pour que ce code marche. Et ensuite, voilà, on instancie notre code et on appelle la fonction add en question. Alors, il y a un underscore avant le nom de la fonction parce que les compilateurs C produisent des symboles où un underscore est rajouté avant les noms des symboles, quoi.
C'est assez standard en C. Et voilà, donc là, ça produit bien 29. Donc voilà, autre chose qui est important et qui est utile, enfin en tout cas pour moi qui m'a beaucoup servi les expérimentations, c'est en fait il y a beaucoup de programmes en langage C qui écrivent ou qui lisent sur le système de fichiers et la première question qu'on se pose, mais comment ça va marcher en WebAssembly, comment Scripten va gérer ça, mais en fait c'est comme c'est un besoin qui vient naturellement, ils ont traité ça assez vite et ils ont fait un pseudo système de fichiers dans le navigateur qui est en mémoire en fait et qui permet de faire des manipulations de fichiers dans le code C et que le code compile et qu'on puisse accéder à ces fichiers, mais qui résident en mémoire. Donc voilà les options pour compiler. Avec Firefox, la web app. Donc ça, au lieu d'écrire à la sortie standard, ça écrit dans un fichier. Et Mscripten fournit des outils pour aller lire le file system dans la mémoire. Donc module, c'est un objet produit par Mscripten qui contient un champ fs donc pour file system et tout simplement on va lire le contenu du fichier en indiquant le codage et on retrouve bien le contenu qu'on avait mis dedans. Donc là, c'est pour montrer que il y a beaucoup d'outils en C qui existent déjà et qui utilisent beaucoup les fichiers. C'est bon, ils fonctionnent en WebAssembly. Scripten se charge de ça. Et donc en particulier, vous pouvez prendre une lib, alors des libs relativement standards et ça compile très bien en WebAssembly avec Scripten, qui en plus fournit des outils, des sortes de surcouches des outils classiques de build des outils en C, donc comme configure et make principalement, où il suffit juste de mettre emconfigure ou mmake avant les commandes associées et il se charge de faire tout l'enrobage qui va bien. Donc vraiment, si vous prenez zlib, vous faites cet enchaînement de commandes et vous avez zlib qui est compilé comme il faut avec Mscripten. Donc ça marche avec des libs simples comme ça. Bien sûr, plus les libs sont grosses et plus elles ont des dépendances, plus il y a des risques qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui marche pas forcément très bien. Donc là, après, c'est beaucoup de tests, mais quand même, moi, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait certaines libs qui me paraissaient quand même vachement costauds et qui passaient bien à la compilation. Alors, des fois, quand même en bidouillant un peu, mais bon, ça va quand même. Ok, donc là, c'était pour vous montrer, voilà, je vous ai montré un peu le point de vue du développeur avec WebAssembly, alors sans forcément aller beaucoup dans les détails, hein. Mais bon, voilà, vous avez un aperçu de ce que c'est, de comment ça fonctionne, comment ça interagit avec JavaScript et comment on utilise les outils. Donc après, au niveau des utilisations, donc à quoi ça peut servir WebAssembly? Si vous retournez sur le site de WebAssembly, là, il vous propose pas mal de use cases, donc bien sûr les jeux. Qu'est-ce qui vient? C'est les premières démos qui ont été faites. L'édition de vidéos ou d'images, hein, des applications musicales, la reconnaissance d'images, la réalité augmentée et virtuelle, hein, la visualisation et simulation scientifique, hein, etc. Bon, moi, ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, vu mon métier, c'est ces deux-là. C'est là-dessus que moi j'ai travaillé. Mais bon, voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Là, c'est ce qu'ils proposent eux. Ce qui existe actuellement, donc forcément, là, il y a déjà des jeux qui existent. Je vous montre juste cet exemple qui est assez démonstratif de ce que permet de faire quand même WebAssembly. C'est un petit outil pour, dans le navigateur, tester comment se comporte un codec de décompression de vidéo. Donc, en changeant des paramètres, on peut voir en live voilà, des comportements différents. Donc tout ça en WebAssembly. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. Avant de passer à ce que moi j'ai fait, je vais juste rajouter là, il y a ces derniers, enfin depuis un mois depuis que j'ai fait cette présentation, bon il y a eu d'autres choses qui sont passées et en particulier il y a Google qui a annoncé qu'il y allait y avoir la version web de Google Earth et qui en fait va se baser sur WebAssembly. Donc ils viennent de l'annoncer là au Google. Alors, c'est pas le Chrome Dev Summit. Et donc voilà, donc ils ont pris le Google Earth qui était une application de bureau codée en C, C++ à l'époque. Ils ont arrêté le développement de cette version-là pour en faire une version web et
et ils se sont basés sur WebAssembly pour compiler leur code C++ de Google Earth pour la version web. Donc voilà un exemple très concret de l'utilisation de WebAssembly. Et alors, elle n'est pas encore sortie, je crois, hein, mais ça ne devrait pas tarder. D'autres exemples, il y a une IDE de développement de jeu qui s'appelle Construct 3, je crois, qui est basée aussi sur WebAssembly, qui utilise pas mal WebAssembly. Voilà. Donc voilà pour des exemples assez importants de choses qui commencent à arriver avec WebAssembly. Donc, alors moi, avec cette étude pour le CNES, j'ai travaillé sur tout simplement un outil de visualisation d'images satellites avec des traitements et tout ça côté navigateur. Donc voilà, donc c'est assez simple dans le principe, mais bon, il faut manipuler des images, lancer des traitements dessus et potentiellement des algos existants en C et C++. Et donc voilà, c'est ça l'angle d'attaque de l'étude. Donc là, je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait pour une conf à l'ESA, donc qui date de septembre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là. Ah non, c'est pas la bonne, pardon. Ça a changé de slide en passant. Ok, donc voilà, donc imaginez une application qui permet de visualiser des images satellites. Donc on imagine que quelqu'un glisse une image Pléiade dans cet outil-là. Et première application, on a un petit curseur pour lancer une détection de nuages en live dans WebAssembly qui permet de régler quelque chose. Donc tout ça, c'est en live. Hein. Deuxième use case, c'est de la détection d'avions. Donc pareil, voilà, on va lancer de l'afférence d'une méthode de machine learning pour de la détection d'avions et voilà ce que ça produit. Voilà, donc encore une fois, tout ça, ça tourne. Là, c'est en live. Hein. Donc voilà, pour montrer un peu un workflow qu'il pourrait y avoir autour de la détection d'avions, on va sur notre zone, on relance de la détection et l'utilisateur peut sélectionner les mauvaises détections pour voilà, les basculer en négatif et puis ensuite nettoyer les résultats et garder que ça. Quoi. Donc là, c'est pour montrer un peu, illustrer un exemple de workflow où WebAssembly pourrait apporter quelque chose. Donc là, c'était des traitements WebAssembly qui tournaient pour la détection de nuages et la détection d'avions. Donc voilà, une autre petite vidéo. Donc là, pour montrer plus le côté intégration de l'outil. Alors peut-être qu'il faut que je commence comme ça. Ok. Où là, en fait, pour le proto, j'ai développé une sorte de petit terminal. Donc ça, c'est dans le navigateur qui permet de voir le pseudo-file system de mscripten et de faire des choses dessus. Donc avec un petit review là pour voir le contenu. Et par exemple, avec des commandes qui permettent de récupérer le contenu du canvas pour le mettre dans le file system. Et ensuite d'utiliser ce fichier que j'ai créé dans le pseudo-file system pour lancer la détection d'avion. Donc en ligne de commande, comme si j'étais sur mon terminal Linux. Le ICF detect, c'est la commande Linux que moi j'ai compilée en WebAssembly pour faire la détection. Quoi. Donc tout ça vraiment dans le navigateur avec file system, intégration du file system dans le navigateur avec une petite console et un petit review. Quoi. Donc pour montrer voilà un exemple d'utilisation qui était possible. Donc voilà. Donc sur ce proto, voilà. Alors, je vais repasser peut-être en plein écran là. Bon, c'est pas grave. Donc sur ce que vous avez vu là, donc ce qui a été fait, c'était la compilation à mscripten d'algorithmes maison de détection de nuages et de la partie inférence d'un algorithme de machine learning pour la détection d'avions et de l'intégration entre affichage et traitement. J'ai aussi utilisé les web workers hein, pour faire tourner les traitements, la détection d'avions. En mode normal, ça bloque l'interface si on lance le traitement WebAssembly. Donc le fait de passer, on peut faire le traitement WebAssembly dans un web worker pour pas bloquer l'interface graphique. Et donc avec l'intégration du pseudo file system. Et parmi les choses que j'ai fait depuis, parce que là pour l'instant je travaillais sur des petites images au format PNG, donc ça se passait bien, mais une des deux autres problématiques en observation de la Terre avec les images satellites, c'est qu'on a de très grosses images qui font des fois, je ne sais pas, 50 000 par 50 000 pixels. Donc, elles ne sont pas en PNG, elles n'utilisent pas ces formats-là. Elles utilisent en général
en particulier le format JPEG 2000, donc, qui est un format particulier où les navigateurs les navigateurs ne décompressent pas ce format-là. Donc une autre application importante, c'était justement de voir si on pouvait faire de la décompression dans le navigateur de ces images-là en utilisant des librairies comme OpenJPEG ou une autre librairie qui est très très connue et qui est très performante qui s'appelle Kakadu. Et donc voilà, donc j'ai travaillé là-dessus pour intégrer dans le viewer ces librairies pour voir si on pouvait potentiellement lire des très grosses images et les afficher dans le navigateur. Donc là, c'est tout frais. Donc je vais faire une démo, mais je ne sais pas trop dans quel état c'est. Ça date vraiment d'aujourd'hui. Donc là, je reviens sur le proto. Donc je reviens sur ce truc-là. Donc ici, là, j'ai un fichier en JPEG 2000. Je ne sais pas si vous voyez là, mais à droite, là, c'est la taille. Hein. Elle fait 3 gigas. Donc je vais la prendre et je vais la glisser dans le navigateur. Et je vais revenir dans le viewer. Alors par contre, là, pour la navigation, j'ai pas ma souris, donc ça va peut-être être un peu délicat. Donc là, vous voyez l'affichage de l'image en live. Donc là, c'est une image de 3 gigas hein, qui s'affiche. Et donc, on utilise les librairies JPEG de manipulation de JPEG 2000 pour aller récupérer les dalles au fur et à mesure. Bon, vous voyez que par rapport au fond, c'est pas du tout le même contenu. Hein. Bon, vous inquiétez pas, c'est juste moi pour mon proto, j'avais besoin d'afficher quelque chose. J'ai pas mis au même endroit les choses, mais ce que ça permet de voir, c'est que l'image de fond là, c'est Bing, et donc il va chercher sur les dalles Bing sur Internet ou peut-être dans le cache, hein, je sais pas. Et vous voyez, je sais pas si vous avez vu arriver les images Bing un peu plus vite que les images que mes dalles en WebAssembly là, enfin que j'ai des codes en WebAssembly, mais bon, elles n'arrivent pas non plus beaucoup plus vite quoi. Hein, donc voilà. Donc là, c'est assez. Enfin moi, je trouve que c'est assez intéressant cet exemple-là parce que ça montre qu'on peut décompresser potentiellement une très grosse image dans le navigateur et de manière interactive. Alors pour ça, c'est une combinaison de plein de choses. Hein. C'est bien sûr une combinaison de la librairie elle-même qui est rapide, de WebAssembly qui est rapide, mais il y a aussi des questions d'intégration parce que forcément les 3 gigas ils sont pas dans le navigateur là. Moi j'ai un petit PC, il n'est pas puissant, ça tiendrait pas. Il se trouve qu'avec les API JavaScript d'accès aux fichiers, et en particulier celles qui sont accessibles depuis les web workers, eh ben, on peut charger un fichier de 3 gigas. On ne le charge pas complètement, mais il y a l'objet file associé qui permet d'aller accéder aux zones du fichier qu'on a besoin au moment où on a besoin. Et en branchant ça avec Mscripten WebAssembly et la librairie Kakadu, on arrive à faire cette intégration qui va aller lire vraiment uniquement ce qu'il faut dans le fichier, quoi. Voilà, donc ça c'était pour une petite partie démo. Et donc voilà, donc ça c'était pour le prototype sur lequel moi j'ai travaillé pour le CNES. Ok, donc un petit retour d'expérience. Mscripten fait vraiment beaucoup de choses, mais par contre c'est pas toujours simple. Et parce que voilà, il y a quand même des fois ça accroche un peu, mais et puis c'est pas toujours très bien documenté Mscripten, mais bon, on arrive quand même à faire des choses avec ce truc-là. Les performances sont de très bonnes cas. Et donc voilà, donc encore une fois sur le travail là que je viens de vous présenter de ce que je fais à Magillium pour le CNES. Voilà, les ouvertures, c'est compilation d'autres outils, mais donc ça c'est les slides du DevFest, bien sûr, j'ai avancé du coup depuis. Et l'autre partie, oui, c'est l'inférence deep learning en WebAssembly. Ça aussi, on a un peu commencé à travailler dessus. À Magillium, on fait un peu de deep learning. On apprend des modèles pour détecter des bateaux, des voitures, des bâtiments, ce genre de choses. Bon, bah, pourquoi ne pas essayer de faire tourner la partie inférence dans le navigateur? Et on est en train de travailler dessus et je pense que ça devrait donner des résultats. Mais là, j'ai rien à vous montrer pour l'instant. Et quelques exemples d'outils compilés en WebAssembly, juste pour montrer un peu ce qui pourrait se faire. Hein. Il y a le correcteur orthographique Nspell, il y a du chiffrement, il y a décompression de fichiers, bien sûr. Il y a aussi de la manipulation de nuages de points 3D, ce qui peut être assez costaud par moment. OpenCV, ce qui est une librairie de vision par ordinateur assez standard. Donc voilà, ça c'est pour donner des exemples. Maintenant, je vais vous parler un peu des performances. En vous montrant un autre exemple d'application, mais là c'est
c'est une application, mais c'est juste pour un démonstrateur des capacités. Et voilà, là, c'est intéressant parce qu'ils ont comparé les trois implémentations enfin, les trois types de compilation de Mscripten, JavaScript, ASMJS et WebAssembly en mettant les performances en dessous. Bon, là, on voit que clairement, WebAssembly est très performant. Donc là, c'est assez démonstratif sur cet exemple, mais encore une fois, hein, comme disait Maxime tout à l'heure, pour tout ce qui est performance, il faut toujours faire un peu attention à ce qu'on regarde. Voilà, des fois, il peut y avoir des surprises, mais bon, quand même, globalement, ça marche bien. Moi, j'ai fait quelques tests, hein, encore une fois, à prendre avec des pincettes, où j'ai implémenté plusieurs algos là, qui sont à droite, de plus en plus complexes, on va dire, qui fait intervenir de plus en plus de boucles. Et puis, voilà, j'ai fait des exécutions suivant les différentes technos et j'ai comparé. Donc, premier truc à comparer, bah, c'est WebAssembly avec alors, ce que j'ai appelé le POJS, pardon. C'est le plain old JavaScript, donc où j'ai recodé exactement les mêmes algos à la main en JavaScript à l'ancienne, on va dire. Et puis voilà, on compare les performances. Bon, là, on voit clairement que WebAssembly apporte quelque chose là-dessus. Si je compare maintenant, juste pour préciser justement les histoires de barres d'erreur, c'est toujours important. Là, je compare la compilation donc en natif avec Clang ou avec GCC. Bah, déjà, là, on voit qu'il y a des grosses variations. Donc ça, c'est déjà entre deux compilateurs qui produisent du x86, on a des écarts, quoi. Et des écarts qui peuvent aller jusqu'à 25%, 30%, ou 50% pour le premier. Bon, après, encore une fois, c'est des cas particuliers, mais ça montre un peu les barres d'erreur. Et au final, quand on compare, si on compare, bon, je ne l'ai pas surligné, mais si on compare Clang et WebAssembly, au final, il n'y a pas plus d'écart entre les deux qu'entre Clang et GCC, quoi. Oui, juste une précision. Toutes les valeurs, c'est en comparaison avec Clang. Pour moi, là, la référence a été la performance native avec Clang. Petite curiosité, la colonne EMJS, c'est du JavaScript produit par Mscripten. Donc on voit que déjà, le JavaScript produit par Mscripten, eh ben, il ne s'en sort pas si mal que ça en termes de performance. On n'a pas des écarts, des facteurs 20 ou 10 comme avec le JavaScript codé à la main, quoi. Donc déjà, Mscripten fait du bon boulot, quoi. Bon, mais par contre, WebAssembly est clairement meilleur dans la plupart des cas, voire dans tous les cas. Voilà. Par contre, sur les questions de performance, avec WebAssembly, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte, comme bah, le transfert du binaire, hein, la compilation du binaire. Alors là, je ne parle pas de la compilation avec Mscripten, mais la compilation dans le navigateur du binaire, ça prend du temps. L'instanciation, le dialogue avec JavaScript. Si vous faites une toute petite fonction WebAssembly bah, qui fait juste une addition, par exemple, et que vous utilisez ça pour faire vous appelez ça tout le temps sur un tableau, bon là c'est contre-performant parce qu'il y a les appels entre JavaScript et WebAssembly qui sont coûteux, donc ça c'est à prendre en compte. Voilà, etc. Donc voilà, sur les questions de performance, encore une fois, c'est l'ensemble à chaque fois qu'il faut regarder et voilà, il faut se méfier des benchmarks qui sont très jolis comme ça, qui donnent des performances super sympas. Voilà, moi ce que j'ai constaté, c'est que par exemple sur l'algo de détection d'avion, typiquement, j'avais un facteur 2 entre mon binaire Linux classique et l'exécution dans le navigateur. Mais pour moi, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas un facteur 20, quoi. Hein. Donc voilà. Et après, voilà, il y a peut-être aussi des choses encore à améliorer. Là, c'était vraiment juste en compilant, hein, comme ça, sans trop me poser de questions, quoi. Donc, bah, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un outil de plus dans l'arsenal du développeur web. Et au final, bon, c'est pas un outil qui va tout révolutionner, mais bon, voilà, on va choisir d'utiliser WebAssembly pour une application ou non, en fonction de ses avantages principaux qui sont bah, qu'il est rapide, que c'est une site de compilation. Donc, si vous avez du code existant, bah, vous allez pouvoir enfin l'avoir côté navigateur grâce à cette techno. Et surtout et aussi que c'est un langage sécurisé. On profite du même niveau de sécurisation que JavaScript. Donc voilà, juste pour rappeler, WebAssembly, son but, c'est pas du tout de remplacer JavaScript, mais vraiment de compléter, vraiment d'être un compagnon. Il y en a beaucoup qui voient avec l'arrivée de WebAssembly
la fin en fin de JavaScript, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout comme ça qu'il a été pensé par ses créateurs. Donc, pour la suite de WebAssembly, là, ils sont en train de travailler sur le multithreading, sur l'usage de SIMD et aussi des garbage collector, hein, pour permettre à des langages dynamiques du genre de Python ou autres qui utilisent un garbage collector de pouvoir cibler WebAssembly. Voilà. Et donc, pour la suite, il y aura une meilleure intégration avec le DOM, une taille de mémoire supérieure à 4 Go, etc. Et bon, il y a encore plein d'autres choses qu'ils ont envie de faire et sur lesquelles ils vont travailler. Pour avoir une belle liste au Père Noël, vous pouvez aller sur le site de WebAssembly où là, ils détaillent pas mal de choses assez intéressantes, hein. Alors, pour le calendrier, je pense que les threads, ça devrait arriver l'année prochaine. Voilà, au niveau de l'adoption, donc comme je disais, au niveau de différents langages, il y en a qui commencent à travailler dessus, donc avec des niveaux de maturité différents, enfin, variables. Donc voilà, tous ces langages que considèrent d'une manière ou d'une autre, enfin, des gens essayent de voir ce qu'ils pourraient faire avec WebAssembly. En particulier, je crois que du côté de .NET, ils y pensent vraiment sérieusement. Il y a pas mal d'initiatives assez sérieuses là-dessus. Et voilà, après, autour de WebAssembly, il faut noter qu'il y a d'autres moteurs WebAssembly qui commencent à apparaître, ou des initiatives commencent à se lancer. Par exemple, pour la JVM, je crois qu'il y a des choses qui se font. Il y a même un client Ethereum qui se pose la question d'avoir un moteur WebAssembly. Voilà. Il y a Intel qui se pose la question de comment se comporte leur puce avec WebAssembly. Enfin bon, pour l'instant, c'est juste, j'ai vu une annonce de stage sur ce sujet-là, mais bon, ça montre quand même qu'ils se posent ces questions-là. Voilà, et puis il y a des nouveaux langages qui sont en train d'apparaître aussi, dont la fonction est vraiment de cibler WebAssembly d'entrée de jeu, quoi. Donc, il y en a certains qui se basent sur la syntaxe de TypeScript ou ce genre de choses, quoi. Et comme l'a dit Maxime tout à l'heure, il y a Webpack qui va supporter WebAssembly. C'est Mozilla qui finance ça. Je crois qu'ils ont filé, je sais plus, 135 000 $ ou quelque chose comme ça au projet Webpack pour que dans l'outil Webpack, qui est nativement le support pour WebAssembly. Vous mettez votre petit code C quelque part et c'est Webpack qui va s'occuper de tout faire, tout emballer pour que vous puissiez l'utiliser côté JavaScript. Donc voilà, donc ça montre quand même qu'il y a une bonne dynamique là-dessus. Donc voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute. Alors juste quand même pour pour montrer un peu des exemples de code. Ouais. Voilà quelques exemples de code C que peut compiler Mscripted. Donc là, c'est le code C qui permet de faire la détection d'avions. Enfin, c'est un algorithme qui s'appelle ICF, hein, et qui est dans la librairie libccv. C'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Enfin, que ça peut prendre vraiment n'importe quoi comme code C, du code legacy, quel qu'il soit, ça fonctionne bien, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Et en fait, j'ai deux questions. Une par rapport au support sur mobile. Si c'est tout à fait, j'imagine que c'est pas supporté en France. Ah si, ça y est, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon. Enfin, ça suit en fait les navigateurs. Hein, les navigateurs sur mobile, ils suivent relativement bien les navigateurs desktop. Et là, sur WebAssembly, alors je sais pas si c'est vraiment complètement phasé avec les autres navigateurs, mais moi j'ai testé sur Android, ça marchait sur une version alors c'était peut-être une version de dev, hein, mais non, même je crois que maintenant ça doit marcher là sur les versions récentes de Firefox sur Android. Je pense que ça doit le faire. Donc ça y est, hein, ça y est. Et justement, ça c'est un des use cases, quoi, mobile. Alors pas forcément pas pour faire ce que je vous ai montré là, hein, mais juste pour amener un peu plus de puissance, voilà, côté client, et pour consommer un peu moins de batterie. Voilà. Donc après, il faut voir quel traitement vraiment mettre en WebAssembly et lesquels sont judicieux de mettre en WebAssembly, mais c'est un outil de plus, quoi. Et du coup, au niveau, quand tu parles de SIMD, c'est quoi? C'est des ponts vers WebGL, des choses comme ça pour déporter? Je crois que ça va être juste le standard WebAssembly qui va
qui va pouvoir appeler les instructions SIMD de ton processeur, quoi. Donc, c'est pas des ponts, il n'y a pas de pont vers. Parce qu'en fait, ça te lance aussi parfois on a envie de faire tourner du code genre assembleur sur des GPU. ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une roadmap par rapport à ça? Est-ce que ça va être un... Alors ça, je sais pas, non. Ouais, par rapport au GPU, je sais pas. Je peux te répondre, il y a une initiative de web GPU qui est en cours, là, mais avec des standardisations qui sont en train de se mettre en place. Ok, avec des formats similaires peut-être. Alors, ils bossent aussi avec WebAssembly, justement, pour que ce soit interopérable et qu'en gros, on fasse du natif plus GPU dans les games. Dans ce que tu viens de dire, c'est que du code WebAssembly tournerait sur WebGPU. C'est qu'il y a en gros la possibilité de programmer des GPU, donc l'équivalent du OpenCL finalement. Oui, d'accord, ouais. Dans la version navigateur et qui serait fortement interopérable avec. D'accord, mais ça reste à côté de WebAssembly, ouais. Parce que justement, là, quand je parlais de deep learning et de tester de deep learning dans le navigateur, bah là, il y a pas mal d'initiatives recoder vraiment des réseaux de neurones en JavaScript pur, voilà, donc c'est ce genre d'initiative. Il y en a qui se basent sur WebGL, il y en a qui se basent sur WebGPU, et il y a une lib en particulier qui a plusieurs backends, en fait, qui a soit JavaScript, soit WebGL, soit WebGPU, soit WebAssembly. Donc voilà, ça avance en parallèle, on va dire. Après, peut-être que ta question c'était est-ce qu'on peut prendre du code WebAssembly et que le GPU le comprenne? Non, d'accord. Okay. Parce que là, c'est... Ouais. C'est assez différent, en fait. Ouais. C'est pour voir s'il y a des chemins parallèles. Bah, c'est les mêmes préoccupations, donc forcément, il y a des convergences. Une question, tu as parlé de beaucoup de langages là, qui pouvaient potentiellement être pris en charge. Est-ce que tu sais si PHP est sur la liste? Ah là là, PHP, je sais pas. PHP. Obligé de répondre. Ouais. Non, mais après, en même temps, enfin, techniquement, au final, sur ces questions-là, Python, etc. Par exemple, Python, pour l'instant, ça n'arrive pas sur... ça supporte pas WebAssembly parce qu'il y a cet obstacle du garbage collector. Pour vraiment bien en profiter, il faudrait qu'il y ait ça. Mais tu peux toujours prendre ton interpréteur Python qui est codé en C, le compiler en WebAssembly et faire tourner ton interpréteur Python en WebAssembly. Donc, bon, je ne sais pas si des gens ont testé le truc, mais techniquement, tu pourrais aller vers ça. Il faudrait enlever certains trucs qui sont trop liés au système, mais voilà, tu peux prendre vraiment le cœur du moteur. Donc, pour PHP, si tu veux, tu vas pouvoir le faire, quoi. C'était pour revenir sur l'exemple du Fopen en C, mettre dans le script. Est-ce que pour Node.js, on peut donner des options pour savoir comment il va sortir, s'il va devenir une fonction asynchrone ou une fonction synchrone pour... Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Pour le Fopen du C, ouais. ça nous demande de le mettre du code de Node.js. D'accord, donc faire tourner le WebAssembly en Node, dans le Node. Bah, ouais, ils ont fait les mappings voilà, pour aller attaquer directement le disque dur de... Voilà, si c'est ça ta question. Ouais. Alors, en fait, pour tout ce qui est accès au file system, Mscripten, ils ont développé voilà, des pseudo-file systems, qui réside en mémoire, un qui fait le lien avec le vrai file system quand tu es dans Node. Ils en ont fait un qui en fait est branché sur un index.db dans le navigateur, donc avec de la persistance du coup. Donc tu peux vraiment avoir un pseudo-file system qui est persisté d'une session à l'autre. Et le dernier, celui que moi j'ai utilisé pour mes grosses images là, qui est spécifique au worker, donc un file system spécifique au web worker pour pouvoir faire cet accès particulier. Donc Mscripten file des outils pour justement les différents use cases de ce genre-là, quoi. Oui. C'est la phase de compilation dans le navigateur, en fait. C'est quoi exactement? Il y a la compilation du code dans l'assembly. Ouais. On récupère, et là, il y a apparemment une phase de compilation avant de... Voilà, ouais. En fait, en fait WebAssembly, c'est ce format binaire qui arrive dans le navigateur. Et en fait, ce format binaire, c'est pas de l'assembleur x86. C'est une sorte de bytecode, on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est une sorte de bytecode. Donc, il y a un moment donné où il faut prendre ce code-là et puis le compiler pour que le navigateur ensuite en fasse quelque chose soit pour le convertir en opération x86. Enfin, après, ça, c'est chaque navigateur qui va implémenter les choses. Mais voilà, à un moment donné, il faut interpréter ce code, quoi. Enfin, c'est pas vraiment interpréter parce que c'est fait une bonne fois pour toutes.
Mais voilà, c'est prendre le code et en faire quelque chose d'exécutable, quoi. Mais en effet, c'est différent de la compilation Mscripten. Ouais. En termes de développeur à expérience, en fait, quand tu développes là, ton document en C, tu restes un peu dans ton C, enfin, comment ça marche? Tu de recompiler et après de le reloader ta page, ou tu peux rester 2-3 heures avec des outils en C, au bout d'un moment sur le navigateur, ce que ça donne. Ouais, là, après, ça dépend un peu des outils en question, de ce que tu es en train de faire. Si c'est déjà un outil qui tourne en ligne de commande, par exemple, pour le travailler uniquement dans l'univers développement C, tu fais des exé x86 et tu débugs ton exé comme ça, une fois que c'est bon, tu l'as à côté navigateur. Et après, sinon, tu peux juste intégrer dans ton workflow de développeur web, entre guillemets, ta partie tu codes en C, tu compiles avec Mscripten, ça te produit tes fichiers WebAssembly qui sont dans un coin, et bon, voilà, soit c'est en statique et tu les as à disposition tout de suite, soit c'est intégré avec Webpack ou autre. Et après, si l'autre question qui peut venir, c'est la partie débugage. Ouais, donc là, ça fait partie des sujets sur lesquels ils bossent pour avoir une meilleure intégration avec les outils de débugage. Mais actuellement, il y a déjà un peu de... ils produisent déjà des source maps. Mscripten produit déjà des source maps qui permettent de faire le lien dans le navigateur avec ton code C d'origine. Donc moi, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, mais il y a une option de Mscripten, je crois que c'est -G4, qui permet de produire ça. Par contre, il y a quand même un petit inconvénient pour l'instant, c'est que tu peux voir ton code, mettre des points d'arrêt, te balader dans ton code, mais tu ne vois pas encore les valeurs de tes variables. Donc voilà, donc ça peut manquer, mais tu combines ça avec des petits printf voilà, à l'ancienne. Je pense qu'il y a quand même certaines choses que tu vois dans les variables, mais tu n'as pas forcément le lien précis entre les trucs. Donc il y a peut-être moyen de faire des choses, mais bon, mais ça par contre je ne l'ai pas trop pratiqué. Moi j'ai beaucoup travaillé sur des outils qui existaient déjà, que j'ai compilés. Ça c'était vraiment le gros de mon travail. Et quand j'ai fait des tests en C, C++, bon, voilà, je restais sur du débugage assez simple, quoi. Ouais. En termes de poids des fichiers WebAssembly, tu fais quoi par rapport à si c'est du natif? Alors par rapport au natif, alors je ne saurais pas te dire, mais c'est assez compact quand même, hein, ça reste très, très, très léger, quoi. Donc voilà, là, je te dirais qu'à la louche, c'est à peu près équivalent, quoi, par rapport à du natif. Après, c'est toujours un peu délicat parce que dans ton natif, ça dépend si tu fais un gros binaire qui embarque tout, si tu as des librairies dynamiques, enfin, tu as toujours ces questions-là qui rentrent en compte, qui se posent pas de la même manière dans le cadre de WebAssembly. Donc, bon, mais sinon, en termes de compacité du format, c'est équivalent à des formats binaires x86, enfin, à peu près, quoi. Pas d'autres questions? Bon. Merci.